C'est maintenant l'heure de ton rendez-vous avec une psy. Bienvenue au podcast Rendez-vous avec une psy. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse parce que je reçois ma première invitée qui est Stéphanie Dubé. Elle est bachelière en psychoéducation. Elle est aussi spécialisée en médecine intégrative. Je vais te laisser te présenter, Steph, parce que aujourd'hui, j'ai comme plein de questions pour toi. J'ai hâte d'avoir une discussion avec toi pour... Je pense que l'important pour Stéphanie, puis moi aussi qui vise vers une vision beaucoup plus holistique, c'est vraiment de faire le pont entre les sciences, entre la médecine traditionnelle, mais aussi les autres alternatives. Et ça, je trouve ça de toute beauté. Et Stéphanie aussi est spécialisée dans la signification des mots du corps. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir t'entendre là-dessus. Fait que je te bienvenue. Merci, Marie. Pour vrai, je suis vraiment honorée que tu me reçoives comme première invitée. Ça me touche beaucoup parce que, en effet, ton travail m'interpelle. Tu viens du domaine de la science. Tu es doctorante en psychologie. Tu es une accompagnante dans cette pratique-là qui est magnifique. Puis moi, de mon côté, je suis sortie des chemins un petit peu plus conventionnels il y a de nombreuses années. J'ai pas fait ma psychologie, j'ai fait de la psychoéducation, mais il demeure qu'on a un travail connexe si on part de là. Puis moi, dans ma vie, j'ai eu un enfant qui a eu une maladie il y a déjà de nombreuses années. Puis par cette expérience-là, ça m'a amené à m'ouvrir au domaine holistique, qui est malheureusement un mot qui laisse penser pour certains que c'est bizarre, que c'est ésotérique. Le mot holistique vient du mot holos, qui veut dire global. Donc, on regarde la santé physique, donc c'est normal. On regarde la santé émotionnelle, jusque-là, c'est normal. On regarde la santé mentale, jusque-là, c'est normal. Ce qu'on rajoute dans le mot holistique, c'est l'énergétique et la spiritualité. Je pense que la science, aujourd'hui, a bien démontré que l'énergie existe. Donc, oui, OK, tout est énergie, on le sait. Et l'aspect spirituel est souvent associé à ce qui est sectaire ou religieux, mais dans les faits, la spiritualité, c'est donner du sens. Donc, je crois que ce mot-là, on a besoin de l'intégrer dans notre façon de voir le corps, de voir notre bien-être physique ou mental ou psychologique, peu importe. Tellement. Puis, c'est ça à quoi, moi, là, je contribue. Par le mot « ma mission », là, j'aspire à créer un pont, pas toute seule, là, je n'aurai jamais cette prétention-là, mais je veux créer un pont de mon vivant là, avec d'autres professionnels pour que les différentes médecines se parlent, que ce soit la médecine scientifique, traditionnelle ou les médecines douces, mais aussi même au-delà de la médecine, même dans différentes approches du mieux-être, dans le développement personnel. De ton côté, c'est de la psycho. On aurait tellement à gagner si on pouvait travailler en collaboration parce qu'on a des forces différentes selon sur quelle rive on se trouve. Et en ce moment, c'est comme s'il y avait quelque part dans l'aspect collectif une espèce de guerre de quel côté c'est le bon côté. Mais en fait, c'est que c'est ensemble. Et moi, j'en ai fait un peu mon slogan, je ne me l'approprie pas, mais c'est ensemble pour une médecine intégrative et je vais faire tout ce que je peux, disons, durant ma carrière à moi pour faire évoluer ça au Québec. C'est tellement beau, je t'entends parler, puis c'est vraiment ça, c'est une question de retrouver du sens, mais que tout est interconnecté, je crois, à 100%, à 110% à ça, que les émotions, le corps, tout est interrelié et je le vois, moi aussi, beaucoup dans ma pratique, quand il y a des mots physiques, il y a clairement quelque chose au niveau psychologique, au niveau émotionnel, des fois au niveau cognitif aussi. Et il y a une recherche de sens dans tous les cas. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de t'entendre parler parce que moi, je travaille beaucoup avec des femmes principalement qui vivent burn-out, dépression, anxiété, qui ont envie de se retrouver à quelque part, qui ont peut-être justement des signaux d'alarme. Moi, j'appelle ça des signaux d'alarme. Le corps parle énormément. Qui peuvent être... qui ont besoin d'être entendus. Il y a un message toujours derrière ces symptômes-là. Puis une fois que la personne s'approprie ce message-là, fait le travail, comme par magie, les douleurs s'estompent bien souvent. Oui. Pourquoi? Parce que la cliente a réussi à mettre du sens sur ce qui probablement n'écoutait pas dans sa vie. Oui. Donc, le corps est un messager incroyable. Fait que c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Puis l'idée aussi du pont, de la collaboration avec le secteur de la santé parce que c'est vraiment quelque chose qui est interconnecté, interrelié. Mais c'est vrai qu'on a tendance à voir de manière très, très séparément. C'est pas encore quelque chose qui est approuvé si on regarde les secteurs de la santé conventionnels.
En fait, l'enjeu, c'est que tout n'est pas encore scientifique. Mais on le sait, là, la science, ça demande beaucoup de temps avant de pouvoir venir prouver une approche puis de faire une recherche spécifique. Tu sais, je te donne un exemple. Mettons qu'un chercheur s'intéresserait au décodage biologique des maladies, donc le sens des mots, MAUX, avec... c'est tout ça, le sens? Oui, le sens des mots MAUX, avec le sens de ce qu'on vit pour vrai sur le plan émotionnel, ou bon, tout ça. Le scientifique, il va prendre une maladie à la fois. Tu sais, par exemple, il va dire, on va aller explorer telle maladie X. On en sort une, mettons qu'on prend la fibromyalgie. Ça pourrait être l'arthrite, ça pourrait être l'arthrose. Ça doit être spécifique. Ils vont passer combien d'années sur cette unique maladie pour venir prouver qu'il y a un sens, par exemple, entre une émotion spécifique, un stress émotionnel spécifique et la maladie? C'est du temps et c'est de l'argent. Le temps de passer toutes les maladies qui existent, on en a pour 100 ans, puis là, tu sais, je donne un exemple, là, je ne sais pas le temps que ça prendrait, mais on le sait, là, en recherche, c'est complexe, c'est très spécifique. Alors, moi, je suis une fille de terrain aussi, oui, de science, mais aussi de terrain, et j'ai vécu mes propres expériences personnelles sans que la science vienne l'appuyer, tu sais, parce que je suis une curieuse, j'ai eu un enfant malade, j'ai décidé d'explorer des choses pour voir si je ne pouvais pas aider là où la science est en ce moment pas rendue. Et j'ai eu des résultats. Alors, à un moment donné, ça devient des données qu'on pourrait appeler empiriques. Hein? C'est comme du stock qu'on pourrait utiliser pour en faire éventuellement une recherche. Mais moi, je suis une fille qui n'attendra pas qu'on aille le go de la science pour qu'on en parle. Est-ce qu'on pourrait en parler déjà? Puis pas de tasser ce qui est scientifique, pas de ne pas consulter le médecin, pas de ne pas aller voir ton psy. C'est pas de ça qu'il est question, là. Mais est-ce qu'on pourrait quand même faire peut-être un pas vers la direction de ça qui semble donner des résultats réels chez les gens qui vont explorer ces approches-là, tout en le disant aux clients ou aux patients, pour ceux qui sont en santé, ce n'est pas reconnu à ce jour, mais il semblerait qu'on a des résultats. Tu sais, donc, j'observe beaucoup moi j'appelle ça de la surprotection du public. Ouais. Et malheureusement, en faisant le choix de surprotéger le public, il ne faut pas qu'il arrive rien, il ne faudrait pas qu'il y ait d'erreur, on enlève énormément de libre arbitre et de pouvoir personnel aux gens. Ils ne deviennent plus participants de leur démarche quand on veut absolument l'espèce de risque zéro. L'ouverture, ça fait partie de l'intelligence, s'intéresser, être curieux. Puis moi, je l'observe, je pense que tu l'observes aussi, quand les gens consultent et qui sont un réel participant de la démarche, ils sont dans leur pouvoir personnel et ils ont plus de transformation et d'évolution que s'ils dépendent d'une réponse qui vient de l'extérieur ou d'un médicament seulement ou de... Bien, c'est un peu ça encore, l'approche traditionnelle. C'est cette espèce d'indépendance, de voir le professionnel comme un niveau supérieur qui détient toutes les connaissances, toutes les réponses, mais alors que c'est pas le cas. Puis je trouve ça super intéressant. On devrait tellement plus s'ouvrir, regarder qu'est-ce qui existe, c'est quoi les possibilités, d'amener de la souplesse, en fait, dans un système qui est très rigide, à mon avis, centré sur les études, les bonnes pratiques, mais très peu de curiosité. Puis pourtant, il y en a de plus en plus. Là, on sent qu'il y a quand même une tendance vers ça. Est-ce que peut-être nous donner un petit peu, d'expliquer c'est quoi pour toi la médecine intégrative ou qu'est-ce que tu as remarqué dans ta pratique justement sur les mots du corps, leur signification et de voir l'évolution aussi. En fait, tu l'as vécu toi-même. Oui. Bien, je peux partir un peu de mon histoire que tu connais déjà, mais bon, s'il y a des nouvelles personnes qui écoutent ton podcast, que je parte du début, là. Moi, mon fils va avoir, au moment où on enregistre, mon fils va avoir 18 ans en fin de semaine. Alors, ce que je vous raconte là, c'est à l'époque où il a 1 an et demi jusqu'à environ ses 9 ans, là, qui est une période où la maladie a fait partie de notre histoire familiale. Donc, moi, quand mon fils devient malade, il y a à peu près 1 an et demi, et le diagnostic qui arrive, c'est de l'arthrite juvénile idiopathique, qui est une maladie sans cause connue en médecine. Là, actuellement, c'est comme... on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Les traitements, c'est des traitements plus, j'appelle ça de patchage, là, on va donner des corticostéroïdes pour enlever l'inflammation. Il y a le méthotrexate qui est proposé, qui est de la chimio.
faible dose, mais tu sais, on est plus dans minimiser les impacts de la maladie pour que l'enfant, mon enfant, soit pas en chaise roulante et qu'il puisse bouger, tu sais. Donc, quand je rentre dans le système au départ, ce qu'on veut, c'est que mon enfant marche, pas qu'il tombe comme on l'a ramassé la journée où on a découvert qu'il y avait une maladie, qu'il puisse avoir une enfance avec capacité de bouger, tout ça. Fait qu'on rentre là-dedans. Mais rapidement, moi, dans mes valeurs, je viens quand même du domaine de la naturopathie aussi, même si j'étudie en psychoéducation. Il y a quelque chose qui ne me convient pas juste dans la médication. Puis, on le sait, dans l'inflammation, il y a beaucoup d'acidité dans le corps, puis il y a des choses qu'on peut regarder sur le plan alimentaire. Alors, je m'en vais lui donner un médicament qui va acidifier encore plus son système. Donc, c'est comme la solution empire et aide. Ça aide pour le moment, mais ça empire sur d'autres aspects. Il y a des conséquences à ça. Oui, j'essaie de le dire simplement pour tout le monde qui écoute. Fait que je vais faire ça un petit bout, mais pas tant longtemps. Puis à un moment donné, je reprends mon pouvoir personnel en tant que je suis une femme aussi éduquée qui s'instruit continuellement, qui fait énormément d'études de part et d'autre. Et j'ai des opinions et j'ai aussi des intérêts à m'ouvrir à autre chose que ça. Alors, je vais refuser certains traitements. Pas comme une mère cinglée qui veut le mal pour son enfant. Non, mais ça demande énormément de courage et d'assumation de soi. Les plus grands pas que j'ai fait dans ma vie en termes de, mettons qu'on dit le mot leadership, sortir de l'insécurité affective, me tenir debout dans mes convictions, là, ça a été ça. Si tu savais comment je me craquais avant de rentrer à l'hôpital, c'est comme si... Je le sais que les médecins, c'est pas Dieu. Puis même les médecins à qui j'ai parlé, ils me le disent, on n'est pas Dieu. Mais on part d'une époque, si on recule au Québec, là, puis peut-être ailleurs dans le monde, où le médecin, c'était Dieu. Là, parce que c'est le médecin qui va te sauver. Ouais. Mais ça fonctionnait peut-être dans les années 50. Puis là, je donne une année. Là, mais aujourd'hui, on n'en est plus là comme société. Oui, il y a encore des gens qui se déposent dans le médecin comme si c'était Dieu. Mais dans les faits, ça devrait être un partenaire de notre santé, mais on devrait rester dans notre propre pouvoir aussi, dans nos décisions. Au cœur de nos décisions. C'est ça. Exact. Alors, je vais demander à ma mère, qui est naturopathe à ce moment-là, de m'accompagner dans les suivis pour qu'elle puisse parler de ce qu'on fait sur le plan alimentaire. Puis, parce qu'on change vraiment des choses dans notre alimentation à ce moment-là pour justement enlever l'inflammation. Mais tu sais, d'un point de vue grand-maman, moi, je suis la maman. Puis ce qu'on fait fonctionne. Quand on mange d'une certaine façon, il n'y a pas d'inflammation. Donc, ma mère est là pour expliquer un peu ce qu'on fait et aussi pour m'aider à avoir plus de courage parce que pas facile de m'assumer face à des médecins spécialistes à ce moment-là. Je te dirais, ils ont de l'ouverture. Tu sais, ils nous écoutent. Je vois bien qu'ils respectent ce qu'on amène comme information. Mais c'est une ouverture polie et respectueuse, mais pas comme un réel échange d'intérêts sur expliquez-nous un peu plus comment vous voyez ça, l'alimentation, l'inflammation. Puis à ce moment-là, je commence aussi à étudier le décodage des maladies parce que je m'ouvre là, à tout ça, là, vu que j'ai un enfant malade, je n'étais pas là-dedans. Là. Et là, je vois que ce bout-là, ça c'est too much. Là. Ça, j'essaie même pas, en fait, d'aller là. Premièrement, je suis pas assez solide intérieurement. Je suis pas assez assumée pour faire, j'ai envie de vous éduquer sur des choses qui pourraient être le fun à regarder, mais je fais ce que j'ai à faire de mon côté pendant mes études en décodage. Et à un moment donné, c'est ce qui va se passer à l'hôpital. Je te parle de ça sur une période de quelques années parce que mes formations, ça a été des années. Fait que le temps que je puisse intégrer ce que j'apprends sur mon fils, il se passe du temps là. À un moment donné, ils vont me dire écoutez, Madame Dubé, là, vous refusez le méthotrexate. On voit que ça serait pas mal là où on serait rendu avec ce qu'on essaie, ce qui se passe avec la maladie de votre garçon. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que je vais devoir choisir. Je ne sais pas si c'est encore comme ça parce que ce que je raconte là, ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Il y a à peu près 9 ans, il va avoir 18 ans. Donc, c'est ça, on me demande de choisir. Donc, soit que j'accepte les traitements pharmacologiques, méthotrexate et autres, j'accepte finalement de faire ce qu'ils me proposent ou je quitte. Ou ils suivent plus mon fils. Et pour moi, ici, il y a quelque chose qui fait pas de sens parce qu'au Québec, il y a énormément de lois. La loi sur la loi médicale, il y a plein de lois qui font en sorte que par exemple, un thérapeute en médecine douce ne peut pas aborder la maladie, pas n'importe comment, ça peut être préventif, mais tu sais, on ne peut pas tant aller là. Donc, c'est comme si on me dit, on ne te suivra plus, mais on ne suivra plus mon enfant, mais en même temps, au Québec, je n'ai pas tant le droit d'aller
de faire accompagner mon enfant par une voie de médecine douce pour quelque chose qui serait à traiter. Je ne sais pas si tu comprends. Il n'y a pas de collaboration à ce moment-là. C'est un ou c'est l'autre. Oui, c'est pas juste qu'il n'y a pas de collaboration, c'est que la loi en ce moment n'est pas faite pour que je puisse, par exemple, faire accompagner mon enfant pour une maladie en naturopathie. Ça peut être préventif, mais pas pour un traitement de maladie. Fait que c'est comme, la loi n'est pas pour ça, mais en même temps, on me demande de choisir. C'est comme, ça n'a pas de sens. Moi, ce que j'aurais voulu, comme mère à cette époque-là, avec tout ce que je voyais dans mes résultats aussi qui semblait donner quelque chose, c'est j'ai besoin de vous, les spécialistes, parce que c'est vous qui allez faire les prises de sang pour me dire son test de sédimentation. J'ai besoin de vous pour savoir dans les radios, est-ce que les os se touchent? Est-ce que ce que je suis en train de faire d'un point de vue santé, parce que moi, je m'occupe des facteurs naturels de santé, l'aspect émotionnel en décodage, des maladies, je m'occupe de l'aspect alimentaire. Et moi, j'y crois que la santé, c'est au-delà d'une médication. Mais on n'est pas là. Il n'y a pas l'ouverture. Donc, écoute, j'ai eu un acte de foi, là. J'ai quitté le milieu hospitalier. J'étais arrivée chez nous. Ben, en fait, oui, j'ai été voir mon chum, le père de notre garçon. J'ai dit, as-tu confiance en moi? Parce que on me demande de choisir, puis c'est impossible que je m'en aide sur le méthotrexate. Ça n'a pas de sens. Et heureusement, j'ai un chum qui sait que je ne suis pas une mère qui va mettre notre fils en danger. Si ça n'aurait pas fonctionné, ce que je fais, je serais retournée dans le système. Mais à ce moment-là, c'est quand même ça. Il faut être solide pour faire ça. Là. Ça prend du courage, de la conviction, se tenir debout, de la solidité intérieure et vraiment. Puis du jugement aussi, parce qu'il ne faut pas non plus que je me fasse à croire qu'il va mieux si ça ne marche pas ce que je fais en médecine douce. Donc, trouver des professionnels qui ont le goût de se mêler de tout ça, alors que la loi n'est pas faite pour que des professionnels des médecines douces nous aident. Tout ça, là, c'est comme marcher sur des œufs. Là. Vraiment. Aujourd'hui, mon fils, il est guéri. OK? J'ai pas le droit de dire que je l'ai guéri. Personne n'a le droit de dire qu'il guérit personne. Ça, je l'ai compris sur le sens des lois, mais il reste qu'au niveau santé, il est guéri. Et ce que j'ai fait avec lui à travers mes études, qui est le plan des émotions, les stress émotionnels sur le corps, l'alimentation aussi, évidemment, ça a changé sa vie, ça a changé nos vies aussi. Mais à partir du moment, Marie, où ça devient une vérité pour soi, je sais que c'est pas scientifique parce que je suis une étude de cas sur plein d'autres, sauf que ça rouvre la voie à se dire, et si c'était possible de répéter ça? Alors, comme je suis une curieuse puis que je suis quelqu'un qui aime faire évoluer, ça fait partie de comment je suis. Bien là, j'ai commencé à ce moment-là à faire de la consultation individuelle. J'ai quitté les services sociaux parce que j'étais dans le domaine de la toxicomanie. Je faisais de l'accompagnement pour ces problématiques-là. J'ai quitté le milieu et je suis partie à mon compte. Et j'ai fait de la consultation individuelle à travers des médecines douces. Donc, tout mon côté psychoéducation est encore là, mais à travers le parcours du décodage. Mais encore là, tout en disant aux gens, va voir ton médecin, assure-toi d'avoir tes suivis de spécialistes. Moi, je remplace personne, mais je vais t'amener à explorer ton histoire. Parce que et si jamais tout ça avait du sens, on est bien plus dans la capacité d'autogérer notre corps que si on fait juste s'occuper d'une seule partie. Et c'est comme si ça redonne le pouvoir, la responsabilité à la personne d'aller voir ce qui se passe réellement, puis de libérer peut-être des traumas, des choses, des trucs émotionnels ou peu importe quoi. Mais ça redonne vraiment comme... C'est comme un accompagnement qui est avec le client, non pas au-dessus de... Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve que l'histoire de ton fils, écoute, ça a été, pour toi, j'imagine, ça t'a ouvert la porte. Pour plus grand, pour autre chose, pour te donner le droit aussi d'aller vers ce que tu sentais qui ferait beaucoup plus de sens. Ça m'a donné, le mot, encore une fois, ça m'a donné une mission. Pourquoi? Parce que je me suis dit un jour, j'aimerais qu'une autre Stéphanie Dubé, qui est une maman, qui arrivera dans un centre hospitalier avec un autre Guillaume, qui est mon enfant, avec des spécialistes et que, je l'espère, le pont sera créé pour qu'on puisse rester dans le système en allant chercher ce qu'on a besoin de ces spécialistes-là qui ont des connaissances que je n'aurai jamais de ma vie. Je n'ai pas étudié en médecine. Là. J'ai étudié en médecine complémentaire, pas en médecine comme celle qu'on parle. Et qu'on puisse se parler ouvertement de tout ce qu'on fait sans être regardé comme des hurluberlus. Tellement. Et aussi que ce soit considéré dans... Je sais que c'est pas encore prouvé scientifiquement, mais il reste que ça donne des résultats. Est-ce qu'on pourrait s'y intéresser? As-tu des exemples, justement, pour ma clientèle qui m'écoute, peut-être nous parler un peu plus d'épuisement, fatigue chronique, dépression?
qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça dans ton point de vue à toi? Oui. Encore une fois, la dépression, c'est réservé aux psychologues. Donc, je peux quand même te donner des enseignements sur qu'est-ce qu'on observe au niveau de ces enjeux-là. Après, aux bons professionnels de s'occuper de ça. Puis, je vais te parler aussi pour la fatigue ou le burn-out, les enjeux qui sont là. Si on le regarde dans l'angle du décodage, c'est quoi les enjeux en dessous de ça? Pour la dépression, habituellement, ce qu'on va retrouver, OK, c'est des aspects d'impuissance. Énormément d'impuissance. Une personne, puis là, je ne suis pas en train de parler des neurotransmetteurs puis de tous les débalancements biochimiques du cerveau, là, je ne vais pas là. Là, on va vraiment rester sur le plan émotionnel, le sens, OK? La personne habituellement qui a une dépression, ce qu'on va retrouver quand on explore l'histoire, ce sont des gens qui sont dans de l'impuissance. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur pouvoir. Ils l'ont donné à quelqu'un. C'est eux-mêmes qui se sont mis en soumission, qui ont commencé à subir leur vie sans prendre des décisions assumées. Mais il y a de ça dans le champ habituellement. Ouais. Et soit que ça touche l'aspect affectif ou le travail, ça peut être de part et d'autre, mais il va falloir que la personne aille voir est-ce que c'est dans le travail ou c'est dans la vie personnelle que je suis dans un enjeu qui me dérange, quelque chose qui ne fait pas de sens, qui n'est pas aligné à qui je suis dans mon identité, mais je subis cette affaire-là, puis je ne prends pas de décision, je ne fais pas des choix, je n'ose pas des changements, alors que je sais très bien que c'est désaligné et que ça me met constamment dans un état de mal-être ou de contraction. Puis le mot-clé, c'est vraiment l'impuissance. Ouais. Une personne qui retrouve le chemin pour s'assumer, remonter de la confiance en soi, plus de solidité intérieure, puis être capable d'assumer des choix, même si on a peur, parce que ça demande du courage d'assumer des choix. On va retrouver chez ces gens-là une remontée au niveau de leur état. Bien, c'est vraiment intéressant parce que moi, c'est ça aussi que je travaille derrière. Quand j'ai quelqu'un qui est dépressif, oui, il va avoir toute l'hygiène de vie, tout ça à reconstruire, les neurotransmetteurs, mais on va aller chercher ce sens-là. Fait que l'impuissance, souvent, effectivement, il y a quelque chose qui est désaligné, qui n'est pas assumé, que la personne, dans le fond, de ce que je comprends, demeure dans une situation parce que c'est peut-être difficile de prendre le risque de s'en sortir. Fait que là, on peut aller travailler ça avec la personne une fois que ça a été ciblé, mais vite de même, ça fait vraiment du sens. Oui, c'est ça. Puis toi, en tant que psychologue, sûrement que toi, tu le vois beaucoup plus que moi qui l'enseigne, mais qui ne peut pas faire ces accompagnements-là. Si on rentre dans le sujet du pouvoir personnel, du leadership et de la reprise, d'être finalement le premier gardien de sa vie, par la bande, on va travailler la dévalorisation. Je veux dire, on va travailler le repli sur soi, la victimisation. C'est ça, même la culpabilité souvent est dans le chemin aussi. Donc, si on s'occupe de ces enjeux-là, habituellement, on va voir des transformations assez positives chez les gens qui s'occupent de ça pour vrai. Là. Pas juste de le comprendre dans sa tête. Parce que des fois, on enseigne des concepts, des choses, puis là, les gens vont dire « Ah oui, oui, ah oui, oui, ah oui, oui ». Oui, sauf que c'est pas dans le « Ah oui, oui ». C'est pas juste une prise de conscience. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie intérieure, dans l'action, pour que doucement, tu te mettes à sortir de l'état où tu es. Puis encore là, sans performance, sans pression, parce qu'en dépression, les gens sont déjà dans un gros creux de vague. Donc, il y a toute une partie où il faut prendre soin de soi, là, mais en conscience, on peut changer des choses puis s'occuper de ce qui nous a amené là, en fait, parce qu'il y a une raison pour laquelle on est là. Oui, puis je pense que tu as dit le mot important, c'est la conscience fait toute la différence, honnêtement, plus que... Parce qu'on s'entend qu'on est inconscient bien souvent, mais plus que tu dis « Ah, regardons, qu'est-ce qui est en train de se passer » ou « Qu'est-ce qui se passe dans mon corps actuellement », puis d'être en conscience de ce qui se passe te permet bien plus de te réajuster, de te voir d'en haut aussi, puis de voir qu'est-ce qui est en train de se rejouer en ce moment. Mais c'est beaucoup plus facile de rester dans l'inconscience. Oui. Ça demande beaucoup de courage d'aller là, de mettre de la conscience sur ce qui se passe, en fait. En fait, ça demande du courage, ça demande de se responsabiliser. Il y en a qui le font bien, il y en a pour qui ça leur tente pas d'être responsable de leur vie. C'est comme, ils voudraient la patch, le truc facile. Des fois, c'est aussi à travailler. C'est pour ça que des fois, la médecine peut être intéressante, non? Oui, je vais te donner un exemple, Marie-France, OK, sur justement cet aspect de la responsabilité. Moi, je voudrais juste que tout le monde soit au courant de toutes ces possibilités-là. Après ça, ça devient un choix. Ah oui. OK, donc, je vais te comparer ça à un tableau de bord dans une voiture. À peu près toutes les autos sont assez électroniques aujourd'hui, ce qui veut dire que quand il y a un bug, là, ça se met à allumer une petite lumière jaune ou rouge. On n'aime pas ça quand c'est rouge, là, mais tu sais, il y a une petite lumière qui clignote dans notre
notre tableau là, de bord. Et là, on sait que, hop, il y a quelque chose à aller voir. Mhm. Pour moi, lorsque, en ce moment, ce qui est beaucoup présent en médecine, je ne dis pas que c'est que ça, mais il y a beaucoup de ça, c'est tout de suite le médicament. Pas pour tous les médecins, mais c'est quand même souvent ça la solution. Pour moi, ça, c'est la même chose que de dire, je vais ouvrir le tableau de bord, je vais aller enlever la petite lumière pour pas qu'elle me flash d'en face. Puis là, ben, je vais penser que mon tableau de bord va bien puis que tout va bien parce que le médicament patche le symptôme. Ça l'enlève toutes tes alarmes, en fait, puis les alarmes sont importantes à écouter. Et là, on se retrouve dans un effet crescendo. Bien, premièrement, on le sait, la médication, il y a des effets secondaires, fait qu'il faut un autre médicament sur le médicament. Là, j'invente rien, là, c'est souvent ça. Mais c'est aussi que les gens se déresponsabilisent parce que, puis je suis pas en train de juger la personne qui prend des médicaments, là. Attendez-moi bien. Même moi, des fois, je vais à la pharmacie. Je suis contente parce que là, j'ai mal, puis je veux une solution le temps que je m'en occupe consciemment. OK? Mais il reste que pour moi, le tableau de bord, si on enlève le flash, le truc qui flash dans le noir, bien, en fait, je suis jamais à l'écoute et en conscience. Fait que je patch. Et un jour, je me retrouve avec plein de maladies, puis il y a un état qui se dérègle de partout et je suis en dépendance d'un système parce que ma solution est à l'extérieur de moi. C'est la pilule ou c'est ce qu'on va me proposer. Moi, je dis toujours, quand j'enseigne ce que ça fait, par exemple, le décodage, c'est comme de dire, tu as un tableau de bord, ça flash. Ça se peut que tu ailles voir un médecin. En fait, il faut que tu ailles voir un médecin, puis que tu aies une prescription, puis peut-être que tu vas le prendre. Mais est-ce que ça t'intéresserait, par contre, pendant que ton médicament enlève de la souffrance, de t'occuper de pourquoi ça flash pour qu'éventuellement, il y ait une fin à cette médication-là? Oui. Et ça, il y a déjà des gens qui m'ont dit, pour avoir discuté, là, comme on fait là, tu sais, Steph, je sais ce que tu me dis, c'est tout à fait vrai parce que l'enjeu que tu me nommes en décodage, c'est exactement ça que je vis. Je te le confirme. Mais je ne veux pas aller là. Donc, pour moi, ça, c'est quelqu'un de conscient. Ouais, ça veut dire, lui a décidé que ça serait la pilule. Toute sa vie, peut-être. Il le sait. Mais c'est un choix conscient parce qu'au moins, il a été mis au courant que est-ce que tu le sais qu'il peut avoir comme une raison, tu sais? Et ça devient un choix pour moi qui est libre. En conscience. Et en conscience. Puis j'ai aucun problème avec ça. Et une autre personne qui va me dire, moi, je veux tout décortiquer le tableau de bord, puis je te jure que je vais me comprendre, puis je vais m'occuper de ma santé. Puis encore là, c'est un autre choix. Pour moi, là où ça vient me chercher dans mes valeurs, c'est qu'en ce moment, c'est même pas dit. C'est comme si les gens pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur leur santé, sauf de bien manger. Parce que bon, on est d'accord qu'il faut bien manger, puis il faut faire de l'exercice, puis dormir. Mais il y a aussi les émotions. La science, ça commence à s'intéresser à l'effet du stress et des maladies. Hein. C'est là que ça commence en science. Ouais. Fait que c'est un peu ça mon analogie. Bien, puis ça me fait vraiment penser, parce que moi, j'ai beaucoup de clientèle qui arrive chez leur médecin en épuisement, dépression, anxiété, puis les médecins n'ont pas beaucoup de temps non plus pour leur expliquer. Et souvent, quand on met quelqu'un en arrêt de travail, ça prend un diagnostic. Puis une fois que le diagnostic est donné, souvent, pour avoir accès aux assurances, pour avoir accès à l'arrêt de travail, bien, il faut penser à une médication pour que ça fasse du sens dans le système de santé. Oui. Fait que ça va très, très vite. Puis quelqu'un qui est là-dedans n'a pas beaucoup d'options. Souvent, ils vont dire, ben oui, va voir un psychologue aussi, ça va t'aider, ou fais les choix. Mais rapidement, la personne, si ça veut prendre soin d'elle, avoir son arrêt de travail, bien, des fois, elle va prendre aussi la médication pour avoir accès à ça. J'ai des clients qui m'ont partagé ça, Marie-France, qui sont venus dans mes cours, mes formations à moi pour s'occuper d'eux, hein, en étant éduqués. Dans une approche holistique, évidemment, puis qui m'ont dit, tu sais, Stéphanie, pour que mes assurances payent et que j'ai eu droit à mon congé parce que je suis en dépression ou je suis en fatigue ou une autre maladie, ça, c'est leur état de santé, moi, je ne m'occupe pas de ça, mais ils ont dû prendre le médicament. S'ils ne prennent pas le médicament, l'assurance ne paye pas. Exact. Pour ça moi, fait pas de sens. Mais c'est là où je pense que comme société, on a à se poser de sérieuses questions. Le système, j'invente rien, là, il est embourbé de partout. Puis les résultats, c'est pas toujours optimal. Donc, il faut le revoir, ce système-là, collectivement. Là. Ben oui, puis il faut éduquer. Je pense que qu'est-ce qu'on fait là, ou en tout cas, il manque d'éducation pour les gens parce que monsieur, madame, tout le monde qui se retrouve dans des situations comme ça vont faire confiance aux professionnels de la santé, au système de santé encore, mais il manque encore de l'information. Puis c'est là que ça me dérange parce que j'ai rien contre la médication, vraiment pas. Puis je pense que des fois, ça prend un antidépresseur, par exemple, pour surmonter une dépression. Mais c'est intéressant aussi de donner l'option d'aller voir justement qu'est-ce qui se passe. Et là, comme tu dis, le choix libre, tu vas creuser pour voir, comprendre qu'est-ce qui se passe pour t'aider à sortir de ta dépression, ou tu prends la médication, ou tu prends la combinaison des deux.
Là où ce que j'ai un petit peu plus de difficulté, c'est quand la personne va voir, parce que ça va avoir un réel effet, la médication, sur l'humeur, mais que ça devienne comme une obligation pour avancer. Et le danger, c'est que si la personne ne prend pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur, c'est que ça l'éteigne complètement, puis qu'elle reste dans des situations qui font pas de sens pour elle, qu'elle soit même pas consciente de ça nécessairement. Oui, et un seul chemin, parce que si on est tous obligés de passer par ce seul chemin-là, il y en a d'autres des chemins pour se rendre quelque part. Tu sais, moi, je suis partie de mon coin pour venir te voir. J'aurais pu passer par le chemin du roi, par la 40 ou par peut-être un autre chemin. Mais si on s'oblige à être dans un seul chemin, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Puis, tu sais, j'ai envie de te partager quelque chose de personnel. Moi, à l'âge de 18 ans, aujourd'hui, au moment où on enregistre, j'ai presque 44 ans. À 18 ans, j'ai fait une dépression. La seule que j'ai faite dans ma vie, heureusement, mais bon, j'en ai fait une. Et à cette époque-là, c'est une médication qui a été proposée, que j'ai pris pendant 5 mois. J'avais quand même une maman naturopathe qui, assez rapidement, a repris en charge le tout en fonction de nos valeurs familiales. Et j'ai cessé cette médication-là et j'ai été chercher plus au niveau des plantes. Pas de façon, on ne s'est pas improvisé, là. Il y avait des vraies connaissances en arrière de ça, mais j'ai été chercher ça et je me suis fait suivre en massothérapie. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que moi, à l'époque de ça, là, j'avais jamais été massée, en fait. Puis c'était de l'approche psychocorporelle qu'on appelle du massage californien. Et j'ai eu la chance extrême d'avoir une maman qui m'a payé un massage par semaine là, pendant 1 an. OK? Cette séance-là d'1 heure, ça a changé ma vie. Et il y avait de la polarité là-dedans. Là, on rentre dans des soins énergétiques. Là. La polarité, là, c'est très énergétique. Premièrement, c'est par là, j'ai sorti de ma dépression, mais c'est quand même par une voie de médecine douce. Là, OK? Tout à fait. Et ça a fonctionné dans mon cas. Moi, suite à ça, je fais mes études en psychoéducation, mais même après la psychoéducation, je vais aller me former comme massothérapeute. Parce que je te l'ai dit, moi, j'ai étudié dans plein de choses. Puis j'allais étudier en psychocorporel. Parce que je l'avais vécu, je voulais comprendre ce que j'avais reçu. J'ai fait de la masso pendant un moment dans ma vingtaine, quand j'étais une maman à la maison, là, dans ma transition. Après, j'ai mis ça de côté, mais c'est juste de te dire, ça a été puissant dans mon cas. Et pourquoi je te parle de ça? Cette année, j'ai parlé à une personne qui est allée chez le médecin et qui a demandé un papier pour la massothérapie. Ce médecin-là a jugé non pertinent parce que c'était pas une douleur comme tu as un torticolis. Ça veut dire que la personne qui demande en ce moment un papier médical pour ses assurances, par exemple, pour aller prévenir sa santé, comme moi je le fais, parce que moi, je me l'offre, ce massage-là, encore à chaque mois dans ma vie. J'ai gardé ça. Bien, pour certains médecins, vu qu'on n'est pas encore dans la médecine intégrative, c'est du luxe ou c'est vu comme quelque chose qui est non santé. C'est pas vrai que la masso sert juste parce que j'ai un torticolis. Ça sert dans la baisse de mon cortisol, dans ce que je vais sécréter au niveau hormonal. Et même à ce niveau-là, Marie-France, on n'est même pas rendu là. Et puis c'est la base, là, la masso. Là. C'est la base. C'est juste de te dire, on est en 2025, puis il y a encore un médecin qui a refusé d'offrir un billet médical pour de la massothérapie parce que c'est pas considéré comme nécessaire. Mais je pense que ça va vraiment plus large que ça. La société en général a de la misère à ralentir, a de la misère à s'offrir ce qui est normal, les activités qui régénèrent le système nerveux, parce qu'on est dans une société où est-ce qu'il y a du stress chronique continuellement. Les systèmes nerveux sont complètement dérégulés, puis on a de la misère à s'offrir un massage une fois de temps en temps, à aller marcher en nature, à ralentir. Il y a comme une culpabilité de société qui rentre en ligne de compte ou du jugement encore, comme si on n'avait pas le droit de ça, alors que c'est la base. Oui, puis tu sais, ça renvoie au mot la conscience. Pour travailler comme on l'explique en ce moment, il faut être en conscience. Puis pour être en conscience, il faut ralentir. On est encore dans une société, je ne veux pas généraliser, mais d'hyper-performance dans plein de milieux. Et tout va vite. T'sais, avec les réseaux sociaux, les technologies, l'Internet, tout ça, là, ça nous a amené encore plus dans de la vitesse et être à l'extérieur de nous de plus en plus. Hein, on est d'accord, dès qu'on est là-dedans, on est dans la vie des autres, on se compare, on est tourné vers tout ce qui se fait ailleurs, mais à quel moment dans ta journée tu as médité sur toi-même, même si ça serait juste 5 minutes? Il y a des gens qui font même pas ça 5 minutes par jour. Alors, être en conscience, ça vient avec la responsabilité de s'arrêter. Pour voir c'est quoi ton manque.
sais, vois-tu, on Oui. s'est rencontrés en personne. Nous, on travaille en ligne en plus. Oui. Fait que, c'est de prendre toujours, de revenir à la responsabilité de j'ai-tu des contacts sociaux satisfaisants? J'ai-tu pu connecter, que ce soit avec tes enfants, des proches, comme toi et moi aujourd'hui, tu sais, de vraiment prendre la responsabilité de voir, ben qu'est-ce qui me manque? C'est quoi mes besoins? Est-ce que j'ai dépassé mes limites? Oui. Pourquoi je me permets pas de ralentir, en fait? Oui. Pourquoi la performance prend autant d'importance en ce moment pour moi dans ma vie? Toutes des questions qu'on ne prend pas le temps nécessairement de s'arrêter, puis tellement important, puis de voir, OK, il est où mon manque? Est-ce que c'est un manque de connexion relationnelle? Est-ce que c'est un manque de j'ai besoin de me ressourcer, de ralentir, d'aller me faire masser, de prendre soin de moi? Mais tu as raison. il n'y a pas beaucoup de gens qui se questionnent là-dessus, malheureusement. C'est l'éducation. Il faut éduquer. Tu le fais, je le fais. Puis on le sait quand on se met à apprendre ces choses-là, puis qu'on les incarne, c'est pas juste de le savoir, c'est de l'incarner, ça change tout dans nos vies. Ouais. Et si on se levait chaque matin en se demandant juste c'est quoi l'énergie qui est là pour moi ce matin, puis c'est quoi mon besoin en ce moment pour aujourd'hui, puis quel est un élément qui m'amènera à prendre soin de moi aujourd'hui, puis le soir faire l'exercice inverse qui est comment j'ai pris soin de moi aujourd'hui, est-ce que j'ai répondu à mon besoin. Juste ça. C'est d'une simplicité désarmante, hein? Qui fait ça? Toi, moi, quelques-uns qui s'intéressent à tout ça, mais juste ça change déjà des vies. Juste ça, juste de mettre un peu plus de conscience sur ce qui se passe, d'être honnête envers soi-même, va faire toute la différence, en fait. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.